Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans notre matinale d'info spéciale résultat des élections régionales sur Public Sénat, Sud Radio et avec la presse quotidienne régionale. Des résultats, des analyses, des invités, des duplex sont au programme de cette matinale jusqu'à 8h30. Premier flash, on regarde avec Oriane Mancini les résultats et quelques réactions. Je vous rappelle que la droite remporte cette région, la gauche 5 et le Front National aucune, Oriane. Et oui Cyril, et regardez la carte de France au lendemain de ce second tour des régionales. La carte de France, vous la voyez, la droite remporte donc 7 régions, dont les 2 régions où elle était en duel avec le Front National, la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Victoire symbolique également pour la droite en Île-de-France. La gauche remporte-t-elle 5 régions, dont la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, ainsi que la région Bretagne. Et puis en Corse, ce sont les nationalistes qui sortent vainqueurs du scrutin. En tête, dans 6 régions au premier tour, le Front National n'en remporte finalement aucune. Cependant, sa présidente Marine Le Pen, battue dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, n'y voit pas une défaite, mais une dynamique pour 2017. Par rapport à la dernière élection régionale, en 2010, nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour, soit 5 ans plus tard. Confirmant, comme l'avaient déjà démontré les élections européennes et départementales, la montée inexorable, élection après élection, du courant national, dépassant même, dans une élection locale, le nombre de suffrages réunis à l'élection présidentielle de 2012. Le Premier ministre Manuel Valls, qui avait appelé à faire barrage au Front National, s'est exprimé peu après l'annonce des résultats. Le Premier ministre qui s'est gardé de tout triomphalisme et a mis en garde contre le danger de l'extrême droite qui perdure. Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté, loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées. À celles et ceux qui ont choisi de faire barrage à l'extrême droite, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas voté, car ils n'y croient plus, nous devons apporter la preuve que la politique ne reprend pas comme avant. Du côté de la droite, on est loin de la vague bleue espérée avec 7 régions remportées sur les 13. Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, voit cependant dans ces résultats la validation de sa stratégie. L'unité dans la famille des Républicains, l'union avec le centre, le refus de toute compromission avec les extrêmes ont permis ces résultats. Ces principes doivent rester les nôtres dans l'avenir. Une stratégie qui est loin de faire l'unanimité dans son parti. Dès l'annonce des résultats, des voix dissonantes se sont fait entendre au sein des Républicains et non des moindres. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, la numéro 2 du parti, si les électeurs avaient appliqué le nini, nos candidats dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et en région PACA auraient été battus, a-t-elle dit. Une stratégie des Républicains qui sera au cœur du bureau politique du parti qui aura lieu ce matin à 11h. Et parmi les victoires de la droite, la très symbolique région Île-de-France. Après 17 ans de règne, la gauche laisse sa place à Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, tête de liste de la droite, qui remporte donc de justesse l'Île-de-France avec 43,80% des voix, devant Claude Barthelone. Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui menait, lui, la liste d'union de la gauche. Claude Barthelone, battu, qui a donc annoncé dès hier soir qu'il remettrait dès ce matin son mandat de président de l'Assemblée nationale en jeu. Voilà Cyril, ce qu'on pouvait dire sur l'essentiel des résultats de ce second tour. Merci Oriane Mancini, on se retrouve tout de suite avec Jérôme Fourquet de l'IFOP pour une analyse de ces résultats.
Et nous accueillons les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoignent ce matin dans cette matinale spéciale résultat du deuxième tour des élections régionales avec bien sûr Public Sénat, Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait regarder avec vous en détail un petit peu les résultats et vos analyses par rapport à cela? Alors, écoutez, il y a plusieurs enseignements. Premier enseignement, quand même, on n'en a pas parlé dans le sujet précédent, la très forte hausse de la participation entre le premier et le deuxième tour. Plus 9 points de gagné, c'est 4 millions d'électeurs supplémentaires. Alors 4 millions au bilan, puisqu'on sait qu'il y a aussi des électeurs du premier tour qui ne sont pas retournés voter au second. Et donc le solde est positif de 4 millions. Donc c'est sans doute davantage encore d'électeurs nouveaux qui se sont mobilisés dans les urnes. Ça nous ramène cette hausse de la participation entre les deux tours à l'élection présidentielle de 2002, où déjà à l'époque, c'était la qualification du Front National, Jean-Marie Le Pen en l'espèce, au deuxième tour qui avait suscité cette mobilisation très forte d'entre-deux tours, à la fois en pour, avec le Front National qui avait déjà mobilisé très fortement ses soutiens au premier tour, mais qui, galvanisé par la perspective de victoire, a récupéré de nouveaux électeurs dans les abstentionnistes, et puis surtout en contre, avec ce qu'on a appelé la stratégie notamment du Front républicain, alors qui a bien marché dans les deux régions où il a été pratiqué, de la part des électeurs de gauche du premier tour qui se sont reportés sur la droite de manière assez massive. Mais ce Front républicain, il a été aussi pratiqué par des électeurs abstentionnistes du premier tour qui sont venus faire barrage au Front républicain. Tout ça démontre, et c'est un autre enseignement de cette soirée, que le Front national est toujours en dynamique. De ce point de vue-là, Marine Le Pen a raison. Elle gagne de nouveaux électeurs. C'est un niveau excessivement élevé. Néanmoins, le Front National demeure une force solitaire et qui a les plus grandes peines du monde, notamment en duel, à pouvoir atteindre la barre fatidique des 50% quand toutes les autres formations politiques sont liguées ou coalisées contre lui. Merci Jérôme Fourquet de l'IFOP pour ces analyses. On retrouve notre premier invité. Bonjour Bernard Monod, vous êtes stratégiste économique du Front National et député européen pour vous interroger ce matin. Bonjour Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour. Et bonjour Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour à tous. Bernard Monod, vous avez progressé, mais défaite ou victoire? Écoutez, c'est un statu quo, on va dire, au niveau du nombre de régions, bien entendu. En fait, dont acte, on n'a pas gagné de région, et pour cause, l'ensemble du système s'est braqué. Je qualifie ça même de braquage républicain, puisque quelque part, c'est l'ensemble d'un conglomérat de l'ensemble des partis, 8 partis, UMP, PS, Verts, etc., qui se sont rassemblés contre le Front National. C'est un seul contre tous. Michael Zamès. Vous faites à peu près 30% des voix au niveau national. Premier tour, ça veut quand même dire que 70% des électeurs ne veulent pas de vous. Oui, mais pour l'instant, on est à 30%. Nous étions, il n'y a pas si longtemps, à 15-18. Donc on a plus que doublé depuis quelques années, depuis la reprise de Marine Le Pen. Et c'est inexorable, si vous voulez, cette montée d'élection en élection. Nous avons progressé, qu'on le veuille ou non. Arithmétiquement, c'est le cas. Cela étant dit, Bernard Monod, on a le sentiment que vous êtes un véritable parti de premier tour. Les chiffres le disent. Mais au second, à chaque fois, il y a ce fameux plafond de verre. C'est une réalité. Ça, au second, vous n'y arrivez pas. Un plafond de verre amovible, vous me l'accorderez, puisque à chaque fois, on progresse d'élection en élection. Oui. Aux Européennes, nous étions à 25, là, nous sommes à près de 30. La présidentielle de 2012, il y avait 6 400 000 électeurs qui avaient voté pour vous. On est sur 400 000 de plus. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Et si vous voulez, il faut remettre ça dans le contexte général. La crise n'a pas encore démarré en France. Ah et oui, la crise n'a pas encore démarré. L'austérité va démarrer à partir de 2016-2017. Les Français, mais au contraire, nous proposons l'inverse de l'austérité. C'est l'UMP et le PS soumis à l'Union européenne qui vont mettre en place l'austérité. Ça va toucher bien entendu le système de protection sociale. Ça touchera un jour ou l'autre le système bancaire avec les comptes bancaires. Vous verrez, puisqu'à partir de janvier, il y a une nouvelle loi européenne qui va s'instaurer avec l'union bancaire. Nous en parlerons largement pendant la présidentielle. Mais d'ores et déjà, si vous voulez, la campagne présidentielle a démarré. Bernard Monod, plus ça ira mal, mieux ce sera pour vous, pour le FN? Mieux, on proposera une alternative, si vous voulez, au système qui nous est imposé. C'est ça votre objectif, c'est que ça aille plus mal. C'est que ça aille au contraire beaucoup mieux. C'est que nous redressions la France et que nous proposions un autre système, un autre modèle économique qui permette de sortir de cette impasse. Ça fait 30 ans du MP de PS, regardez dans quel état est le pays. Le bilan est catastrophique. Le chômage ne cesse de grimper. Nous sommes à 6 400 000 chômeurs réels. Ce n'est pas les chiffres officiels qu'on vous annonce à 3,5 millions. Voilà, donc vous restez sur cette petite ils ne musique savent faire que des dettes. Pour 2017, vous êtes sur cette petite musique.
les mondialistes contre les patriotes, parce que c'est ça que vous venez de dire d'une certaine manière. Deux blocs qui vont s'affronter. Deux modèles économiques, politiques qui vont effectivement s'opposer avec les résultats que l'on connaît avec les ultralibéraux qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. UMP, PS, sous la coupe de l'Union européenne et de Bruxelles. La ligne sociale, on va appeler ça, et régalienne de Florent Philippot et de Marine Le Pen, c'est la bonne encore? Elle marche? Écoutez, c'est celle du Front National. Est-ce qu'elle marche? Le modèle économique et social qui est proposé, bien entendu, pour une alternative, effectivement, au système ultralibéral et mondialiste qui nous est imposé par Bruxelles. Est-ce qu'elle marche? En tout cas, d'élection en élection, je viens de le dire, nous progressons. Donc, c'est que les Français les plus lucides commencent à comprendre qu'il n'y a pas, que c'est une impasse avec l'UMP et le PS. Vous progressez, ça, c'est un fait. Mais pas encore de quoi gagner, que ce soit au départemental ou au régional. Écoutez, d'élection en élection, nous progressons. Donc attendons les présidentielles maintenant. La prochaine échéance forte, c'est effectivement les présidentielles. Bernard Monod, et législatives juste après. Bernard Monod, que va-t-il se passer au bureau politique du Front National ce matin? Tout le monde va se féliciter, on va tomber dans les bras les uns les autres, ou bien on va se dire, il y a quand même un petit problème puisque au second tour, on n'arrive pas à y aller, à être là. Le problème, monsieur, c'est les modifications, les tripatouillages de scrutin au niveau des appareils politiques. C'est ça, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Si au deuxième tour, reconnaissez avec moi que s'il n'y avait pas eu des reports de voix des socialistes, qui sont quand même largement trahis, je pense qu'eux-mêmes vont faire leur bilan de conscience, qui sont reportés sur des votes qui sont des mésalliances, puisqu'on arrive à se retrouver avec Xavier Bertrand et monsieur Estrosi. Mais justement, tant que Marine Le Pen ne voudra pas d'alliance avec d'autres partis, est-ce qu'elle ne va pas rester avec le Front National, un parti de premier tour avec ses 30%? Monsieur, nous sommes incompatibles avec l'UMP et le PS puisqu'ils sont tous européistes, immigrationnistes. Pour l'euro, pour l'Union européenne, nous sommes radicalement opposés à leur solution, le parti Nicolas Dupont-Aignan. Elles ont échoué. Mais éventuellement, si nous rallient le moment venu, pourquoi pas? De toute façon, nous lançons un appel à l'ensemble des patriotes de tous bords de nous rejoindre, puisque aujourd'hui, moi, je considère que c'est le socle d'une grande majorité de patriotes qui est en train de se mettre en place. Mais regardez par exemple le cas typique de l'Île-de-France où on a vu qu'un certain nombre d'électeurs de Valéran de Saint-Just sont allés vers Valérie Pécresse au deuxième tour. C'est un problème, ça? Je crois que, je ne sais pas, c'est une tactique de sauvegarde. Voyant Valéran... Ça s'appelle pas le vote utile? Oui, dans l'immédiat, pour éviter que M. Bartolone ne reprenne la région, si vous voulez. Mais ça veut dire que vous avez un certain nombre d'électeurs au niveau national. Qui ne veulent pas de vous. Non mais attendez, au deuxième tour, on finit par choisir. Bon, donc Monsieur Valéran de Saint-Just n'étant pas en position d'être élu, ils vont au plus utile, au plus pragmatique. Et quelque part, ils ont raison pour éviter effectivement Monsieur Bartolone, qui est une catastrophe, on le voit bien dans la fonction qu'il occupe. Donc vous ne pouvez pas parler de système. Alors, entre Valérie Pécresse et Claude Bartolone, vous ne pouvez pas parler de système. Mais monsieur, ils votent tous les mêmes lois. Nous sommes vous dites les électeurs au Parlement européen, l'UMP et le PS votent main dans la main toutes les voies fondamentales. Après, il y a une relativité, il y a un degré, si vous voulez, au niveau des régionales, évidemment. Dites-moi, Bernard Monod, c'est quoi la suite ce matin? Marine Le Pen parlait hier de la mise en place de comités bleu marine. Il y a déjà aujourd'hui le rassemblement bleu marine et c'est un échec. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'idée? Pourquoi c'est un échec, monsieur? Parce que ça n'a pas été véritablement lancé. Enfin, je veux dire, c'est pas... On a pris 300 000 voix supplémentaires par rapport aux dernières présidentielles. Et non, mais le rassemblement bleu marine aujourd'hui n'est pas très efficace. Il pourrait l'être plus, mais voilà, nous appelons l'ensemble des patriotes à venir nous rejoindre au Rassemblement Bleu Marine, au Front National, pour pouvoir justement progresser et redresser la France. C'est ça notre objectif. Et puis, il y a quelque chose dont vous ne vous parlez pas, c'est le problème du chômage. Qu'est-ce qu'on fait contre la progression du chômage? Justement, Cambadélis, lui, il en parle. Ah ils en parlent, ça c'est sûr qu'ils en parlent beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, l'Union européenne impose des conditions qui créent le chômage. Toutes les formations politiques vont avoir une sorte de devoir d'inventaire à faire sur leur ligne politique. Vous-même, par exemple, juste sur l'euro, par exemple, est-ce que vous voulez toujours pas sortir de l'euro? Dans l'absolu, il faut sortir de l'euro monnaie unique. Vous continuez? Ah, tout à fait. Nous sommes pour le passage à la monnaie nationale, donc le nouveau franc français, mais coexistant avec l'euro monnaie commune dans l'ensemble de la zone euro. C'est toujours été la doctrine économique depuis 2008 du Front National. Elle n'a jamais varié, c'est toujours la même, vérifiée sur... pourtant, on l'entend de moins en moins. Et je vous le dis, la preuve. Les Républicains et les socialistes disent « ça ne peut pas continuer comme ça depuis hier soir ». La direction du PS demande une inflexion de la politique du gouvernement. 18 mois pour infléchir la politique du gouvernement. Vous y croyez?
Bien sûr que non, ils sont dans les incantations. De toute façon, Marine Le Pen l'a dit, M. Hollande, c'est le vice-chancelier français par rapport à l'Union européenne, par rapport à Mme Merkel. Ils sont soumis à Mme Merkel et ils sont soumis à l'Union européenne. Merci Bernard Monod, stratégiste économique du Front National et député européen. Vous étiez notre premier invité dans cette matinale d'infos spéciale résultat des élections régionales sur Public Sénat, Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Nous allons partir du côté de Hénin-Beaumont, fief du Front National dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec Paul Bouffard de Public Sénat. Bonjour Paul, quelle est l'ambiance ce matin dans cette région ? Qu'en est-il, vous qui êtes sur place ? Eh bien, l'ambiance est plutôt froide ici à Hénin-Beaumont. Coup d'arrêt pour le Front National en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Marine Le Pen n'aura pas transformé le bon résultat du premier tour, et ce malgré l'absence des socialistes au second. Report des voix de gauche, participation qui a bondi. Les raisons de la défaite sont multiples. Hier soir, beaucoup de militants pleuraient ici à Hénin-Beaumont. Marine Le Pen s'est longuement retranchée en privé avec ses proches. Un peu plus tôt, elle déclarait que ces résultats mettaient en avant le bipartisme politique en France. Non plus gauche-droite, mais mondialiste contre patriote. Tout l'enjeu de la présidentielle de 2017, selon elle. Notez que Marine Le Pen a réuni plus d'1 million de suffrages ici en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Un record et un pari pour cette présidentielle de 2017. Le grand gagnant Xavier Bertrand en une de la Voix du Nord. Cette victoire, c'est celle des gens du Nord. Il prend la tête d'un groupe au Conseil régional composé de 116 élus. Marine Le Pen prend la tête de l'opposition avec 54 sièges. Mais avant cela, elle présidera un bureau politique au siège du Front National dès 15h tout à l'heure. Merci Paul. Vous étiez donc en direct de Hénin-Beaumont, fief du Front National dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Notre deuxième invité ce matin, c'est Geoffroy Didier. Bonjour Geoffroy Didier, vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse et vous êtes conseiller régional de l'Île-de-France. Vous êtes interrogé par Christophe Bordet de Sud Radio et Michael Zamès de Public Sénat ce matin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Dites, j'ai regardé la télé comme tout le monde ces dernières heures et j'étais quand même très surpris de voir Nicolas Sarkozy terminer la soirée au Parc des Princes. On l'est tous, hein ? On l'est tous, je pense un petit peu. Il n'en a plus rien à faire des Républicains en réalité. C'est parce que c'est mieux de voir la victoire là-bas plutôt que du côté des Républicains où c'est une victoire toute relative. Mais il a le droit d'aimer le foot, Nicolas Sarkozy, c'est un secret pour personne. Oui. C'est un peu léger quand même, non ? Non, je crois pas. Enfin, honnêtement, je crois que c'est pas le sujet. Ah ben si, c'est pas des sujets. Non. Tout le monde en parle ce matin. Oui, tout le monde en parle de rédaction, mais je ne crois pas que les Français en parlent véritablement. Il s'est adressé aux Français hier par une déclaration. C'était les élections régionales. Il n'a pas eu un comportement léger en allant absolument pas. Les Français se montrer au Parc des Princes. Non, la photo est terrible, hein, on l'a vu mais le Parc des Princes, c'est populaire. Les journaux ce matin. Non mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez là ? Il n'a pas le droit d'aimer le foot, Nicolas Sarkozy ? Si, bien sûr, mais il n'a pas le droit de participer à une manifestation sportive populaire où les Français aiment la politique, ils aiment le sport, ils aiment le foot. Eh bien, Nicolas Sarkozy aime les deux. Michael Zamès. Didier, sans l'Île-de-France, ça aurait été quoi, une défaite ? Alors, on peut refaire l'histoire, si vous voulez. Sans l'Île-de-France, sans toutes les régions gagnées, ça aurait été une affreuse défaite. Je vous suis là-dessus. En tout cas, ce que j'observe, c'est que l'Île-de-France est certes, et là je vous rejoins, une victoire symbolique, hautement symbolique, mais surtout parce que si Valérie Pécresse l'a emporté hier, c'est parce qu'elle a voulu incarner une nouvelle attitude en politique. Elle avait dit dans sa campagne que si elle était élue présidente de région, elle ne serait plus députée. Elle a démissionné de la haute fonction publique. Elle ne serait pas candidate à la primaire de 2016 et elle ne serait même pas ministre en 2017 si la droite revient au pouvoir. Et c'est cette nouvelle manière d'être, c'est cette nouvelle attitude que les Franciliens, que les Français attendent et méritent, qu'elle a voulu porter et incarner, qui est à mon avis l'une des explications de sa victoire. C'est ça, plus rien ne sera comme avant. Si on entend tout le monde hier soir à la télévision, non, mais ça on vous le fait à chaque fois. Ah oui, c'est pour ça que je vous le dis. Moi je vous dis juste des preuves. Des actes, non pas des discours. Et quand elle démissionne de la haute fonction publique, quand elle refuse ses privilèges, quand elle renonce au cumul, ça, ce sont des actes. Et les Français, aujourd'hui, attendent des actes, beaucoup moins de paroles. La gauche dit que c'est grâce aux voix du Front National que vous gagnez l'Île-de-France. Vous dites merci le Front National ce matin ? Mais les voix du Front National, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pensez que les Français sont à enfermer dans des petites boîtes et des... Je parle de la gauche, c'est une réplique de la gauche. Oui, mais je laisse la gauche à ses commentaires politiciens. Moi, je dis juste une chose. C'est que les Français qui se sont tournés vers le Front National, c'était hier des Français qui votaient Nicolas Sarkozy, qui votaient François Hollande, ou qui ne votaient pas du tout, et qui ne sont pas devenus racistes, mais ils ont voulu nous crier au secours. Et ces Français,
Eh bien, c'est pour ça que je suis contre le Front Il y avait républicain. beaucoup d'électeurs de Plutôt Nicolas que de les Sarkozy qui ont juger, voté Front National mais pour ces régionales. mais bien sûr, Christophe Bordet. Oui. Et ces Français-là, plutôt que de les condamner comme étant anti-républicains au nom d'un prétendu front républicain, plutôt que de les juger moralement, eh bien je préfère, oui, les convaincre politiquement. Et si, pour répondre à votre question, si Valérie Pécresse a réussi à convaincre des Français qui n'avaient pas voté pour elle au premier tour et qui avaient effectivement pu voter pour Valrand de Saint-Just, ou pour voter pour Nicolas Dupont-Aignan, ou pas aller voter du tout parce qu'ils ne croient plus dans la politique, eh bien c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en réalité, Valérie Pécresse a démontré, notamment dans cet entre-deux tours, avec des propos indignes comme ceux de la race blanche de M. Barthelone, c'est ça qui l'a fait perdre, Claude Barthelone, à votre avis? Intransigeante. Mais ce qui a fait perdre M. Barthelone, ce qui a fait perdre M. Barthelone, c'est qu'en réalité, il appartient à ce vieux monde, à ce vieux système politique. Et Valérie Pécresse n'est pas dans le vieux monde, ni dans le vieux système politique. Absolument pas, précisément parce qu'elle a décidé de porter cette nouvelle attitude politique et parce qu'elle a créé un rassemblement, non pas pour des questions de place, où vous avez un front de gauche, un parti socialiste et des vrais faux ou faux vrais, je ne sais plus, écologistes, qui font semblant de s'aimer pendant 8 jours pour garder leur précaré. Elle a créé un rassemblement de projets, et ce depuis de nombreux mois, qui allait de la droite forte au modem. Et croyez-moi, c'est bien la pro... Eh bien, tant mieux, parce que le principe du rassemblement... Cette gauche, comme vous l'appelez, avec ces écologistes qui n'en sont pas, vous allez devoir gérer avec eux. Mais bien sûr, Valérie Pécresse a dit une chose, c'est qu'elle serait la présidente de tous les Franciliens, qu'ils aient voté ou pas pour elle. Mais moi, je fais la différence entre ceux qui votent et ceux qui incarnent. Et précisément, ceux que je fustige, ce ne sont pas les Français qui ont voté à gauche. Ceux-là, et ceux qui sont de gauche sincère, eh bien, nous serons les présidents de tous les Franciliens. En revanche, ceux qui incarnent ce vieux système politique, ceux effectivement qui portent le Parti socialiste, qui est aujourd'hui en échec, parce que si aujourd'hui il y a eu des désistements des socialistes, on ne va pas c'est continuer l'échec dans un tunnel comme ça pendant toute cette émission. Moi, je vous dis cette région gagnée par les Républicains, deux en particulier grâce au Parti socialiste, PACA et Nord-Pas-de-Calais, Picardie, pas grâce à Nicolas Sarkozy, pas grâce à sa ligne. Mais vous êtes obsédé par Nicolas Sarkozy. Mais c'est facile de répondre comme ça, allez-y. Une vraie réponse par rapport à ça. Parc des Princes, Nicolas Sarkozy dans le Nord, Nicolas Sarkozy dans le Sud. Alors donc, c'est grâce à Nicolas Sarkozy si vous avez gagné en PACA et en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Mais attendez. Non mais je vous pose la question. Nicolas Sarkozy était-il candidat? Moi je vous pose une question. Non mais moi je vous pose la question. Nicolas Sarkozy était candidat. Non mais soyez pas langue de bois là-dessus. Non mais c'est pas une question de langue de bois. Non. Regardez Alain Juppé, regardez. Bon allons-y. Donc votre réponse. Quelle est votre question au fond? La question, c'est de savoir si vous avez gagné grâce à la ligne de Nicolas Sarkozy, qui est à la tête de votre parti, ou bien grâce au Parti socialiste. Voilà. Je pense que si nous avons gagné l'Île-de-France, par exemple, c'est la ligne que je porte avec d'autres, qui est celle de la droite forte, qui est c'est-à-dire une droite assumée, fière de ses valeurs, fière d'être patriote et fière d'être une droite républicaine intransigeante. Regardez Bruno Retailleau, regardez Laurent Wauquiez, regardez Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, c'est la droite forte ? Non, mais Valérie Pécresse, elle a incarné une droite qui s'assumait. Que vous l'appeliez droite forte, droite républicaine, droite décomplexée, pour reprendre un propos cher à Jean-François Copé, c'est une droite qui s'assume. Et ce que les Français veulent... Qui va faire un bouclier sécuritaire dans les tout prochains jours. Exactement. C'est quoi ce bouclier sécuritaire? Eh bien, c'est un fonds d'urgence, par exemple, pour financer des portiques de sécurité. Quand M. Barthelone nous disait que la sécurité, mais par exemple dans les salles de concert en Ile-de-France, il ne vous a pas échappé qu'il s'est passé des choses quand même il y a un mois. Donc, M. Barthelone nous expliquait, la sécurité ne fait pas partie des compétences de la région. Eh bien si, la sécurité peut faire partie des compétences de la région, mais c'est une question de détermination et de volonté politique. Michael Zamès. Vous avez vu quand même une certaine émancipation. Hier soir, Nathalie Kosciusko-Morizet et Xavier Bertrand. Ça y est, c'est parti la primaire? Ah mais la primaire, je suis favorable. Ça y est, c'est parti. Éric Ciotti disait qu'elle va peut-être avoir lieu avant. Ah, ça, je ne suis pas favorable en revanche. Parce qu'on n'est pas là pour traficoter les compteurs, traficoter les dates. Donc vous êtes défavorable à ce qu'a déclaré Je suis Éric totalement Ciotti. défavorable à ce que la primaire soit avancée, parce qu'il y a des statuts, il faut les respecter. Dans la vie, on respecte les règles. Et nous sommes le parti de l'ordre, donc ce n'est pas pour effectivement créer un désordre et vouloir précipiter les choses sous prétexte qu'il faille quoi? Consulter les Français tout de suite? Non, moi je préfère des primaires bien organisées et dignes de ce nom. Et je suis favorable aux primaires et favorable à des primaires ouvertes, parce qu'on n'a jamais rien trouvé de mieux que la démocratie et qu'avant, ça se faisait dans un bureau politique dont on attendait la fumée blanche. Je reviens à mon émancipation et à ma question. Alain Juppé, hier soir, qui a fait un discours, on va dire presque de candidat déjà déclaré, c'est lui le leader naturel de la droite, quand on voit les sondages? Je ne crois pas qu'il y ait de leader naturel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un
président de parti qui fait bien son travail. Il y a des candidats, eh bien, que le meilleur gagne. Et puis je crois aussi, je vais vous dire, qu'il y a une soif de relève dans ce pays, qu'il y a une attente de renouvellement, qu'il y a une attente de nouvelle génération. Quand vous voyez effectivement ceux qui ont gagné hier, ce sont aussi ceux qui portent une nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, c'est pas seulement une question d'âge. C'est une question de logiciel, c'est une question d'attitude, c'est une question de manière d'être, de façon de faire. C'est précisément celle. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit violent. D'abord parce que nous avons quand même remporté un certain nombre de régions. Et puis parce que ceux qui veulent dire la ligne de Nicolas Sarkozy n'est pas celle qu'il faut, il faut qu'ils m'expliquent celle qu'il faut. Et celle qui... mais qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, au travers des résultats, que la ligne, en tout cas moi celle que je porte, n'est pas la bonne? Il faut que vous me l'expliquiez. Merci Geoffroy Didier, porte-parole de Valérie Pécresse et conseiller régional de l'Île-de-France renouvelé. Voilà, merci à vous. Nous allons passer maintenant à un deuxième flash info avec Oriane Mancini, avec le point sur le scrutin d'hier soir. Oriane. Oui Cyril, une carte de France bicolore au lendemain de ce second tour. La droite remporte 7 régions, la gauche 5 et le Front National n'en remporte aucune. Les duels entre le Front National et la droite s'annonçaient serrés, mais le Front National n'a pas réussi à transformer l'essai du premier tour dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, où Xavier Bertrand l'emporte largement face à Marine Le Pen avec 57,77% des voix. Xavier Bertrand qui n'avait hier soir qu'un mot d'ordre, le rassemblement. Je remercie ceux qui m'ont fait confiance dès le premier tour. Je remercie aussi les électeurs de gauche qui ont clairement voté pour faire rempart, ainsi que ceux qui s'étaient abstenus. Ce soir, nul ne peut dire qu'il a gagné. Nul ne peut se prévaloir de ce résultat. C'est notre dernière chance. Ça roule, hein. Scénario identique en Provence-Alpes-Côte d'Azur où Marion Maréchal Le Pen est battue par le candidat de droite Christian Estrosi. Mais pour la candidate frontiste qui obtient 45,22% des voix, cette élection est le signe que le plafond de verre n'existe plus. Il n'y a pas de plafond de verre. Ce soi-disant plafond de verre était de 25% en 2010. Aujourd'hui, il est de 48%. Combien demain? Où est le plafond de verre lorsque nous gagnons près de 200 000 voix à l'entre-deux tours? Où est le plafond de verre lorsqu'ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous obtenons le meilleur score Front National de France? Pas de duel en revanche en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne où le candidat de gauche Jean-Pierre Maseret avait refusé de se retirer et c'est Philippe Richert, le seul président sortant de droite qui remporte la région avec 48,4% des suffrages devant Florian Philippot, le candidat du Front National qui obtient 36,08% des voix. Jean-Pierre Maseret obtient lui 15,51% des suffrages. La droite qui remporte également les Pays de la Loire où le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, devance Christophe Clergeau. Laurent Wauquiez dirigera, lui, la région Rhône-Alpes-Auvergne où il a battu Jean-Jacques Kéran, le président socialiste sortant. Laurent Wauquiez qui obtient 40,61% des voix. Victoire très symbolique pour la droite en Île-de-France. Valérie Pécresse fait basculer la région tenue depuis 17 ans par la gauche. Mais le score a été très serré entre la candidate de droite et Claude Bartolone qui conduisait la liste de gauche. Valérie Pécresse qui se dit consciente que cette victoire ne lui donne pas carte blanche. Merci. Oriane Mancini, vous êtes donc ce matin dans la matinale d'info spéciale de Public Sénat et Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Oriane Mancini, encore quelques résultats et quelques analyses. Oui, les résultats dans les autres régions, hein, Cyril. Score très serré également en Normandie, puisque c'est finalement le centriste Hervé Morin qui l'emporte sur le fil avec 36,43% des voix. Devançant donc de justesse le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol qui obtient 36,08% des suffrages.
En revanche, dans les 2 autres régions avec une tête de liste centriste, eh bien, c'est la gauche qui l'a emporté. L'ancien ministre François Sauvadet est battu en Bourgogne par Marie-Guite Dufay, présidente socialiste sortante du Conseil régional de Franche-Comté. Et dans le centre Val-de-Loire, c'est Philippe Vigier, le président du groupe centriste à l'Assemblée nationale, qui est battu lui aussi par le socialiste candidat. La gauche qui remporte 3 autres régions, la Bretagne, où le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'emporte très largement avec 51% des voix. Alain Rousset, lui, président sortant de la région Aquitaine et de l'Association des régions de France, dirigera la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et enfin, en Languedoc-Roussillon, c'est l'ancienne ministre Carole Delga qui devance le Front National Louis Alliot et le candidat de la droite Dominique Régnier, arrivé 3e au premier tour et qui avait maintenu sa liste. On termine, Cyril, par la Corse, où pour la première fois depuis la création de l'Assemblée de Corse, les nationalistes sont en mesure de la diriger. Gilles Simeoni est arrivé en tête devant le sortant Paul Giacobi, qui conduisait lui la liste de gauche. La droite, emmenée par José Rossi, est arrivée 3e. Merci Oriane Mancini, ça ne m'étonne pas que vous terminiez par la Corse. Bonjour Olivier Faure, vous êtes avec nous ce matin, député socialiste de Seine-et-Marne, vous représentez le Parti socialiste. Sans joie hier au soir, sans joie ce matin. Oui, on a dit pourquoi. Sans joie parce qu'effectivement ce sont des élections qui ont été marquées d'abord par l'abstention au premier tour et par le score historique du Front National. Et sans joie parce que nous avons dû nous retirer d'un certain nombre de régions. Et puis parce que le travail est devant nous et qu'il serait absurde de vouloir tirer des résultats d'hier, une bonne résistance du Parti socialiste, mais d'en tirer gloire et considérer qu'il n'y a aucune remise en cause ce matin à faire de ce que nous sommes. Michael Zamès. Je vais prendre un exemple très précis avec l'Île-de-France. La défaite de Claude Barthelone, c'est la défaite de Claude Barthelone ou de l'Union de la gauche ? C'est la défaite à la fois de Claude Barthelone, de l'Union de la gauche, de ce que nous sommes. Nous avons perdu. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que l'Union de la gauche, ça ne marche pas à tous les coups et ça ne marche pas forcément là, dans ce cas précis. Ça ne marche pas à tous les coups, évidemment. Nous n'avons gagné que dans 5 régions. Il y a donc un certain nombre de régions où l'Union de la gauche n'a pas suffi. Mais il n'empêche que la règle, malgré tout, c'est que quand la gauche est divisée au premier tour, elle est derrière la droite et l'extrême droite. Et quand au second tour, nous ne réunissons pas les forces de gauche, alors nous sommes assurés de l'échec. Voilà, ça n'est pas une assurance tout risque, mais c'est malgré tout la meilleure façon pour nous d'avancer. Olivier Faure, Claude Barthelone a été, à votre avis, victime de cette polémique sur la race blanche qui est apparue entre les 2 tours, là ? Il n'y a pas de question de victime. Enfin, victime, c'est lui qui l'a donnée, cette polémique, qui l'a mise en route. C'était sans doute une mauvaise façon de se faire comprendre, parce qu'en réalité, chacun a bien compris que Claude Barthelone avait d'abord cherché à répondre à des attaques multiples dont il avait été l'objet et qu'il cherchait à essayer de rappeler quelles étaient les grandes forces en présence. Il va remettre sa démission en tant que président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Est-ce qu'il doit effectivement quitter le perchoir, à votre avis, ou bien il sera réélu parce que c'est lui le meilleur à ce poste-là ? Je pense qu'il a été désigné assez largement et que les socialistes, devant lesquels il va remettre sa décision formellement ce matin, ne lui demanderont pas... Donc c'est l'échec, mais on ne change rien, au final. Vous avez l'air gêné, Olivier. Oui, vous avez l'air gêné ce matin, Olivier Faure. Je ne suis pas gêné. Je dis simplement que... Mal à l'aise. Il ne faut pas mélanger les fonctions et les enjeux. Il était candidat pour la région Île-de-France. S'il avait gagné, il serait parti du perchoir. Il a perdu. Il peut y revenir parce que cette fonction est une fonction qui n'est pas une fonction exécutive et que quand vous êtes dans un gouvernement et que vous avez perdu, classiquement, effectivement, on vous demande de vous retirer. Exactement, c'est pour cela. Mais nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là puisque nous sommes dans une assemblée où il est élu par l'ensemble des parlementaires, de gauche comme de droite, et il a une fonction qui est une fonction en réalité de rassemblement. Est-ce que Valérie Pécresse a été élue grâce au vote du Front National, Olivier Faure, en Île-de-France ? C'est un fait que le Front National a beaucoup baissé entre les 2 tours et qui a fait ça 18% premier tour, 14% vraisemblablement une forme de vote utile qui s'est exercé en sa direction, puisque c'est à peu près, je crois, même la seule région où le Front National baisse aussi fortement entre les 2 tours. Et en quoi est-ce mal ? Est-ce que le vote du Front National, les électeurs du Front National sont à considérer comme des pestiférés ? Mais est-ce que vous avez entendu dire ça ? Je dis pas du tout. Un certain nombre de personnalités de gauche certainement un vote utile
et qu'une partie des électeurs de droite qui s'étaient portés au premier tour sur le Front National sont revenus vers la droite plus classique, vers l'ex-UMP, pour faire gagner Valérie Pécresse dans une triangulaire qui était une triangulaire compliquée, serrée. Bon. Et maintenant, vous faites quoi? Tout change, rien ne change au niveau de la politique, de la ligne politique? Je crois que tout changer, ce serait absurde. On ne fait pas une politique en zigzag, on ne prend pas une direction le matin pour changer le soir. Donc pas d'inflexion comme demandé par Jean-Christophe Cambadélis hier soir? C'est pas ce que j'ai dit non plus. D'accord. Laissez-moi finir. J'ai dit donc pas de zigzag et en même temps, il faut tenir compte du message extrêmement puissant qui a été adressé à l'ensemble des forces politiques au premier tour. Si nous faisions comme si rien ne s'était passé, nous serions effectivement très à côté de la plaque. Alors ça veut dire quoi? Et donc ça très suppose, concrètement, ça suppose, comme l'a demandé hier soir Jean-Christophe Cambadélis, qu'il y ait une inflexion dans la politique gouvernementale qui est conduite aujourd'hui. Et sur quoi? Quand il dit précarité, activité, on voit bien ce qu'il indique comme champ de réflexion et de discussion possible avec le gouvernement. Il faut mettre plus d'argent dans le pouvoir d'achat, dans les milieux ruraux, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est déjà de commencer à assumer le débat qu'il y a avec la majorité. Je prends un exemple. Vendredi, nous étions dans l'hémicycle à l'Assemblée et nous avons adopté un amendement qui est un amendement important, qui est l'amendement déposé au départ par Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet, et qui permet d'arriver à une CSG dégressive début 2017. Le gouvernement, dans ce débat, a toujours été avec les deux pieds sur les freins, alors qu'il aurait dû, au contraire, mettre son expertise au service de cette Assemblée et cette majorité, et tout faire pour faire aboutir ce projet, parce qu'il est... parce qu'il est de gauche? Non, parce qu'il est une réponse, il est de gauche, mais il est surtout une réponse à l'attente des salariés aujourd'hui qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent encore gagner du pouvoir d'achat. Cette proposition-là, elle permet de donner l'année prochaine, en janvier, 100 € de pouvoir d'achat supplémentaire, 100 € sur la fiche de paye chaque mois aux salariés. Donc à partir de quand? De janvier 2016 ou 2017? Janvier 2017. Ah, 2017, ça sera un peu tard déjà peut-être. La présidentielle est quelques mois après. Non mais là, vous parlez de la présidentielle. Moi, ce que je vous... Oui, non mais moi... avec vous... Je vous parle des deux parce que forcément c'est intimement lié. Moi, je suis. C'est intimement lié. C'est intimement lié, non? Vous êtes un homme politique, c'est ça? Moi, je suis un homme politique. Voilà. Ouais. Et donc, mais tout est peut-être lié, mais enfin, en même temps, on ne peut pas toujours façonner la vie politique en fonction de l'agenda électoral. Donc, ce que nous devons faire, nous devons le faire. Ça n'est pas indifférent, c'est une évidence. Et il vaut mieux être réélu pour continuer ces politiques-là. Mais par exemple, il n'y a pas de coup de pouce pour le SMIC au 1er janvier prochain. C'est une erreur? Non, ça, je ne pense pas que ce soit une erreur, parce qu'on sait très bien que la difficulté aujourd'hui pour les emplois dits peu qualifiés est liée aussi à l'argent que met le patron sur la table quand il est obligé d'embaucher. Et donc, on sait bien qu'il y a aujourd'hui une pression sur les bas salaires et que parce qu'ils sont en concurrence directe avec des pays qui sont des pays à bas coût et des pays low cost. Et donc, si nous voulons maintenir la compétitivité de ces emplois-là par rapport à d'autres emplois ailleurs, on ne peut pas donner malheureusement. Mais encore une fois, c'est une façon, le coup de pouce au SMIC est une façon, l'amendement dont je vous parle est une autre façon d'arriver à permettre à ces gens-là de voir leur salaire augmenter de manière très forte. Merci Olivier Faure, vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne, d'avoir été notre invité dans cette matinale d'infos spéciale résultat des élections régionales. Nous allons retrouver Elisa Bertolomé qui est en direct de Nice pour LCP. Quelle est l'ambiance, Elisa, en Provence-Alpes-Côte d'Azur après la victoire de Christian Estrosi, bien sûr? Eh ben, c'est le soulagement ici en PACA parce que la victoire, vous le disiez, a été nette chez Christian Estrosi, 53,78% des suffrages face à son adversaire Marion Maréchal Le Pen, 46,22%. Une nette victoire car il y a eu une large mobilisation des électeurs. On a beaucoup voté en PACA et notamment des électeurs de gauche qui ont massivement voté pour Christian Estrosi pour ce second tour. Des électeurs que le candidat des Républicains n'a pas manqué de remercier hier soir à son QG. Il les a remerciés rappelant qu'ils ont fait le choix de la raison malgré leurs convictions. Alors la droite va maintenant gouverner avec pour seule opposition au Conseil régional le Front National. Mais Christian Estrosi a annoncé qu'il tiendrait compte de ces électeurs de gauche qui ont voté pour lui. Il veut créer un conseil territorial pour que s'expriment ceux qui ont fait le sacrifice de ne pas être au second tour. Et preuve de sa volonté de coopération, il rencontrera Michel Vauzel, le président socialiste sortant, dès cet après-midi à Marseille.
Merci Elisa Bertolomé, vous étiez pour LCP donc en direct de Nice. On passe à l'analyse de ces élections, de ce qui va se passer maintenant sur le plan politique avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, et dans cette matinale d'infos spéciale résultats et analyse de ce deuxième tour des élections régionales ce matin sur Public Sénat et Sud Radio, j'accueille Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé. J'accueille Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Jérôme Cordelier qui dirige les éditions locales du Point. Bonjour. Jérôme Cordelier. Et Michel Urvois. Bonjour Michel Urvois. Bonjour. De Ouest France. Vous êtes avec nous tous les quatre pour qu'on analyse les enjeux de ce scrutin. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette suite politique qui s'annonce prometteuse si vous avez entendu avec nous les invités politiques que nous recevions ce matin des différentes tendances. Avant que nous démarrions cette discussion, on va tenter de joindre Julie Hulin avec les équipes de LCP qui se trouvent en direct de Mézières-les-Mets ou Mézières-les-Metz en région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, je ne sais pas comment je prononce. Que dit-on là-bas ce matin, Julie Hulin ? Oui, bonjour, nous sommes à Metz et ici le maintien du candidat de gauche Jean-Pierre Maseret n'a finalement pas profité au Front National. C'est bien la droite qui s'est imposée hier soir en région Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne. Philippe Richert, nouveau président de région avec une confortable avance. Le Front républicain réclamé par le Parti socialiste et le gouvernement a donc été suivi par les électeurs qui se sont massivement mobilisés hier soir. La participation est passée de 48 à 59%. Concernant la future répartition des sièges, la droite domine largement avec 104 sièges, 46 pour le FN et 19 pour la gauche. Jean-Pierre Maseret a donc réussi son pari, conserver quelques sièges au Conseil régional. Reste à savoir si ses colistiers, qui l'avaient appelé à se retirer et à voter pour la droite, accepteront de siéger à ses côtés. Voilà, c'était Julie Hulin qui est en direct de Mézières-les-Metz, en Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, cette région, Pascal Jalabert, que vous suivez pour nous depuis le départ de cette matinale d'infos régulièrement. Alors, c'est la mobilisation qui a joué en faveur du Front républicain, au fond. Je crois que vous l'avez dit, 11 points de participation en plus, on ne fait pas le même match avec les mêmes joueurs entre les deux tours. Donc du coup, cette mobilisation a profité largement à Philippe Richert. Jean-Pierre Maseret a gagné des voix entre les deux tours. Il a récupéré des voix probablement sur sa gauche, ce qui est quand même une performance assez inattendue. Et Florian Philippot a gagné aussi des voix, mais pas suffisamment. Très clairement, le Front National n'avait pas de réserve dans cette région comme dans les autres. Alors Hervé Favre, dans le Nord, Pas-de-Calais, c'est la même chose. C'est le Front républicain qui s'est mobilisé. Ah oui, complètement, oui, parce que quand même on pouvait avoir des doutes sur la qualité des reports de voix de la gauche vers Xavier Bertrand. Je veux dire... La Voix du Nord s'en était inquiétée d'ailleurs Oui, on pouvait s'en inquiéter, d'autant plus que Xavier Bertrand n'avait pas envoyé énormément de signes en direction de l'électorat de gauche jusqu'à la fin de sa campagne. Là, il y a quand même eu un transfert massif de voix sur lui, ce qui fait que, par exemple, sur Lille, il approche 78%, c'est quand même assez étonnant. Michel Urvois, ça pose la question de savoir comment trouver des alliances nécessaires pour gouverner maintenant. C'est la bonne question, parce que personne, effectivement, ce matin, n'est majoritaire dans ce pays. Et le Front National bat son record absolu en nombre de voix. Donc la question est complètement posée. Tout le monde est perdant ? Il n'y a que des perdants. Il y a que des perdants. Donc ça pose la question de comment on va trouver des majorités, sur quel projet on peut trouver ces majorités. Et la question, elle est posée aussi bien au Parti socialiste et à ses alliés, à ce qu'il en reste, et à l'ex-UMP, aux Républicains et à ses alliés qui ne sont pas non plus dans une bonne situation. La question, elle est posée ce matin à Nicolas Sarkozy, et elle est posée à Manuel Valls, d'ailleurs qui la pose lui-même quand il réfléchit à une éventuelle recomposition. Jérôme Cordelier, avec un vrai bouleversement du paysage politique alors. Vrai bouleversement pour l'instant escompté, parce que pour l'instant, hier soir, quand on regardait les émissions, il n'y avait pas forcément de bouleversement attendu. Tout le monde avait gagné d'une certaine manière.
y compris la démocratie, les valeurs républicaines. C'est vrai qu'entre les deux tours, on s'est gargarisé de beaucoup de grands mots comme ça. Mais c'est vrai que, évidemment, le défi maintenant, ça va être la recomposition politique. Il y a beaucoup de... La première chose qu'a dit, la première ligne du discours très très politique de Xavier Bertrand hier, c'était quand même, c'est à direction des partis politiques qui n'étaient pas les sortis vainqueurs des urnes. Et donc ça, évidemment, ça commence déjà. On sent même au sein des Républicains des voix pourtant souvent très formatées dans le bureau politique, etc., qui commencent déjà à piailler pour reconstituer un petit peu, reconfigurer la politique. Alors, la reconfiguration de la politique, moi, j'attends de voir, parce que j'entends parler de recomposition, de majorité d'idées dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA. Je suis désolé, il n'y aura pas un élu de gauche dans ces assemblées. Donc, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça va changer dans l'exécutif régional, Pascal Jalabert? Pas grand-chose, voire rien du tout. Mais au-delà des exécutifs régionaux, hier soir... Non, mais ce que vous dites est extraordinaire. Il y a eu des élections. Il y a eu, elles ont focalisé un nombre inimaginable. Oui, ça va basculer. Et ensuite, bon, par exemple, Estrosi en PACA a proposé la création d'un conseil territorial consultatif. Il y a déjà un conseil économique et social. C'est pas ça, mais au-delà de ça, je crois que sur le plan national, il n'y avait que des perdants hier soir. Donc tout le monde disait oui, on vous a compris, oui, les Français, non les partis, non les partis, non les partis. Et que fait-on derrière? Que propose-t-on pour résoudre les questions qu'ont posées les électeurs? La question de la majorité, c'est une question nationale. Évidemment, dans chaque région, il va se trouver des majorités, avec probablement des aménagements, des accommodements, là où les socialistes ont aidé la droite à gagner. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire comme s'il n'y avait pas eu cet appel. Mais c'est au niveau national que se pose la question. Hervé Favre, c'est le fameux rassemblement de Xavier Bertrand. Là, il y avait un panneau rassemblement quand il a pris la parole hier. Tout le monde s'est interrogé hier soir. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau parti politique? On attend de voir justement. Est-ce que la Voix du Nord a la réponse ce matin? Non, je n'ai pas la réponse. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que Xavier Bertrand va devoir aussi faire face quand même maintenant à plus d'une cinquantaine d'élus Front National en face de lui au Conseil régional. Il aura effectivement 116 élus, mais quand même une très forte opposition. Comment va se conduire cette opposition? Est-ce qu'elle va faire de l'obstruction, de l'opposition systématique? C'est votre avis? Je vais faire l'optimiste de service quand même, parce que... Opposition systématique alors du Front National dans ces sur la reconfiguration politique, je pense que maintenant les politiques, dans la manière de faire, dans la manière de faire de la politique, sont un peu au pied du mur. Et il y avait beaucoup, d'ailleurs, hier, il y avait beaucoup de c'est vrai que c'était enfin, François Bayrou a eu raison de le mentionner, c'était une soirée un peu grave, un peu solennelle. Il n'y avait pas de... Et Philippe Richert, par exemple, moi j'ai interviewé hier Philippe Richert, il disait que évidemment il va être obligé de bousculer les lignes et de trouver des nouvelles manières de faire de la politique. Donc un homme comme Philippe Richert, qui est quand même un grand notable de la politique, un grand seigneur local, dit ça indique des signes. Et ensuite, il y a quand même le discours de Xavier Bertrand, qu'il faut mentionner, qui était un discours très très politique, et notamment très dirigé contre sa famille, son propre parti. Tous les observateurs ont conclu la soirée en disant que la présidentielle a démarré hier au soir, Michel Urvois. Oui, elle avait un peu démarré avant d'ailleurs, et là elle démarre très fort, parce que c'est vraiment une question de ligne politique, aussi bien au sein de la droite, dont une partie de l'électorat, on voit bien, autour de 40%, est tentée et va souvent d'ailleurs vers le Front National. Et à chaque fois que Nicolas Sarkozy a pris des positions plus droitières, on a vu que le centre était gêné. Et on a un peu la symétrie à gauche. Donc ces questions-là, ce sera la question de la présidentielle. Hervé Favre. Ce qui va être intéressant à suivre, effectivement, c'est la réaction au gouvernement, chez François Hollande et Manuel Valls, parce qu'au premier tour, on disait finalement la ligne gouvernementale n'a pas été vraiment sanctionnée. Là, on commence à entendre parler des voix, et notamment Cambadélis, qui demande maintenant une inflexion. Voilà. Pascal Jalabert. Il y a une petite musique qui va monter là, à partir d'aujourd'hui. C'est ce François Hollande, il est capable de mener la guerre à Daesh. Il est capable de mettre d'accord 195 pays sur le climat. Il doit quand même être capable de faire un peu mieux sur le chômage et les impôts. Donc Pascal Jalabert, c'est une petite musique que vous allez entendre? Oui, évidemment, on va l'entendre, mais il y a beaucoup de perdants hier soir. Moi, j'ajoute Alain Juppé, qui est un des grands perdants de la soirée. Sa stratégie dans sa région
de se tourner vers le centre n'a pas fonctionné. Et en effet, au Parti socialiste, on ne peut pas dire que la ligne gouvernementale est gagnée. Donc quand vous ajoutez Sarkozy, qui sort quand même en charpie de ces élections, Juppé, pas brillant... Il évite la casse quand même. Alors, Jérôme Cordelier, sur la casse par Ah oui, rapport à ce qui était attendu. Donc oui, mais c'est pas j'imagine brillant que quand pour même. François Hollande et Manuel Valls, c'est une semi-victoire quand même, si on peut dire. Non, par rapport à ce qui était attendu. Franchement, non, quand on voit La les perte scores de du l'Île-de-France premier tour, remet ouais, quand même ouais, en question oui, ce scénario, quoi. Effectivement, avec l'Île-de-France, là, ils auraient pu pavoiser hier soir. Alors, Nicolas Sarkozy a un bureau politique important ce matin. Qu'est-ce qui peut se passer à l'issue de ce bureau politique, Jérôme Cordelier? À l'issue de celui-ci, je ne sais pas, mais évidemment, dans les prochains jours... C'est sa ligne politique qui est remise en question et sa stratégie, Michel Leroy. Évidemment, quelle est la ligne. Voilà, là, vraiment, il va y avoir un choc très fort entre les Mais sa ligne, prétendants, c'était le Nini, quand les même. prétendants aux C'était primaires. le Nini, Et puis, les électeurs ont dit non au Nini. En votant, en élisant les électeurs qui ont élu Le Front républicain existe dans les urnes, ça c'est clair. Voilà, Enfin, chez donc nous. ils ont dit non au Nini. Donc de ce point de vue-là, c'est un désaveu populaire. Et il y a deux hommes qui Jérôme Cordelier. reviennent dans la course des primaires. C'est Xavier Bertrand et Christian Estrosi, quand même, avec ces élections. Oui, mais est-ce que ce sera explicable à ceux qui viennent de voter au régional et qui les ont élus, qui mettent de côté la région et qui vont aux primaires? Est-ce que c'est pas très compliqué pour eux d'expliquer ça maintenant, Pascal Jalabert? Ségolène Royal l'a fait, d'autres l'ont fait avant. C'était pas un autre temps politique, c'était pas. Non, je pense pas. Enfin, alors, pour Christian Estrosi, c'est un peu différent de Xavier Bertrand. Il a dit, Xavier Bertrand et Hervé Favre, dans les derniers temps, je mets de côté ma priorité des primaires. Mis entre parenthèses cette candidature et il laisse planer le doute sur le fait qu'il ira ou Oui, il enfin, le n'ira discours pas. d'hier, quand même, était hier soir, très politique. Très quand même, national. hein. Moi, j'ajoute Laurent Wauquiez dans la liste. Laurent Wauquiez pour des primaires, pour concourir aux primaires de la droite et du centre. Si Nicolas Sarkozy était empêché de parcourir de concourir à la Il a primaire. une ligne très droitière pour Oui, la mais campagne. justement, qui incarne ça aujourd'hui chez les Républicains? Mais pour gagner, si Nicolas Sarkozy n'est plus dans la course, Laurent Wauquiez, il a un boulevard devant lui. Mais pour gagner, est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus centriste, Michel Leroy? Pour gagner, il faut être rassembleur. Je ne sais pas s'il faut partir plus à droite ou moins à droite, ou plus à gauche, moins à gauche. Mais pour il faut être rassembleur. Une présidentielle. Oui. Pas forcément une primaire. La primaire, ça se joue en deux temps. Il faut d'abord être sélectionné. Donc je ne sais pas s'il faut être sélectionné en ayant un discours plus de droite, mais il faudra les centristes. Car une des leçons d'hier soir aussi, c'est que les centristes n'ont pas été très brillants, mais Nicolas Sarkozy en a plus besoin que jamais à partir du moment où son électorat a tendance à fuiter vers la droite. Donc, et il y aura la nécessité à gauche aussi de faire ce rassemblement. Parce que on voit bien, quand on est dans une configuration un tiers, il faut être sélectionné pour la présidentielle. Il faut accéder au second tour. On voit bien quand même que, effectivement, du côté des Républicains, il n'y a pas de vainqueur entre Sarkozy et Juppé. Juppé, sa candidate a perdu assez largement en Aquitaine, et la stratégie d'alliance avec les centristes a échoué. Ça peut profiter à un troisième, donc, François Fillon, par exemple, Jérôme Cordelier ou pas? Là, je pense que les cartes sont rebattues et les jeux sont à nouveau ouverts. Donc, franchement, encore une fois, je dis, il y a aussi des inconnus qui vont arriver dans le jeu. Vous avez raison de rajouter Laurent Wauquiez. Voilà, il y a beaucoup de... Bruno Le Maire. Voilà. Il y a du monde. Pascal Jalabert. Il y a le discours de la génération suivante. Hier soir, on a bien senti que c'était les sexagénaires, c'est plus génères qui étaient visés. Vous avez entendu c'est comme ça. Geoffroy Didier ce matin qui a beaucoup parlé de la nouvelle génération en disant il faut leur laisser la place. Voilà, ils sont là, ça va compter. Il parle pour lui, c'est normal. Mais dans le cadre de la primaire, ils vont être très présents, la nouvelle génération, Jérôme Cordelier ou pas? La nouvelle génération pousse, et puis comme on est dans un contexte de reconfiguration, et que de toute façon, il y a une obligation de reconfigurer la politique. Et donc, cette nouvelle génération va jouer à fond là-dessus, et puis avec des succès électoraux, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, voilà, donc c'est... un mot sur l'Île-de-France, c'est une grosse défaite personnelle pour le président de l'Assemblée nationale. Il risque de ne pas être renouvelé par les députés socialistes ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que non. Je pense qu'il va retirer sa légitimité, comme il dit, de ses pairs socialistes. Voilà. Bon, en même temps, on peut se dire, ça n'a rien à voir, en fait. Il se présente à la présidence de l'Île-de-France. Présider l'Assemblée nationale, voilà, c'est... Michel Leroy, c'est votre avis? Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Dès lors qu'il n'y a pas de candidat concurrent pour le perchoir, je pense que la question ne se pose pas trop. Mais en revanche, Claude Barthelone aura peut-être quelques comptes à régler avec les écologistes dont les reports n'ont pas été brillants et lui ont
probablement coûté la victoire. On regarde un petit peu vos unes, messieurs. Alors, on démarre peut-être par celle de La Voix du Nord, Hervé Favre. Déjà, vous devez un peu souffler, puisque vous étiez très inquiet à La Voix du Nord si Marine Le Pen devenait présidente de l'exécutif. C'est clair que... C'est la victoire des gens du Nord, la une d'ailleurs. On y a peut-être avec participé modestement. Oui, mais... une photo très présidentielle pour nos amis de Sud Radio qui ne la voient pas. La victoire des gens du Nord avec un Xavier Bertrand très... et qui parle de Saint-Quentin quand même, depuis son fils. Pascal Jalabert, on regarde la une de votre quotidien régional. Voilà. Alors, en fait, deux unes dans l'Est républicain, une pour la Lorraine, une pour la Franche-Comté. Donc là, c'est la Franche-Comté. Et en effet, dans un mouchoir de poche. Oui, cette victoire avec une grande photo de Marie-Guide Dufay. Trois candidats entre 30 et 36%. Ça n'a pas dû arriver souvent au régional. Michel Urvois, la une de Ouest France. Il y en a plusieurs aussi. Donc il y a la une bretonne, celle que vous voyez. Alors ça, c'est le triomphe. Alors Jean-Yves Le Drian haut la main, on n'en a pas parlé, mais il fait quand même 51%. Il lève le pouce, on a une photo où il lève le pouce. Dans une triangulaire, ce qui est quand même un record. Un record. C'est le seul, je crois, qui fait 50%. Absolument. C'est Jean-Yves Le Drian. Et puis donc, on a une sur Bruno Retailleau, évidemment, en Pays de la Loire, et sur Hervé Morin en Normandie. Merci Jérôme Cordelier, la une du Point. La une du Point, c'est ça va la France. Hein. Alors ça va ça va la France, point d'interrogation. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'il faudra tirer les leçons de ce scrutin, notamment du premier tour et du second tour. Voilà, maintenant il y a urgence, comme on dit. Merci messieurs, Hervé Favre de La Voix du Nord, Pascal Jalabert du groupe EBRA, Progrès de Lyon, et Michel Urvois et l'Est républicain, Michel Urvois de Ouest France et Jérôme Cordelier du Point. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'infos sur Public Sénat et Sud Radio. C'était la matinale spéciale résultat des élections régionales. À demain matin.